française. À qui va profiter le crime? Eh bien, on écoute tout de suite la réaction de Marine Le Pen. La présidente du Front National appelle à la dissolution du Parlement et à de nouvelles élections. On l'écoute. Si ce n'est d'organiser à nouveau des élections pour que le peuple français puisse s'exprimer et puisse à nouveau tenter de recréer un lien de confiance avec une classe politique nouvelle, si possible. Roland Quérol, quelles conséquences politiques tout d'abord pour François Hollande au plus bas aujourd'hui dans les sondages? Oh, ça, il n'y aura pas de conséquences sur ce plan-là. On sait que ce qui préoccupe les Français, c'est d'abord le chômage, le pouvoir d'achat. Comme ça ne va pas s'améliorer dans les mois qui viennent, on peut s'attendre à un lent effritement continu de la cote de popularité du chef de l'État. Si elle devait remonter, ce serait parce qu'il y aurait des résultats sur le plan économique. Donc je ne crois pas que ces affaires vont avoir une énorme conséquence d'intention de vote. En revanche, ça permet peut-être de faire avancer certains éléments du système politique français. Il se sert, le chef de l'État, de cette affaire pour faire avancer son dossier sur le Conseil supérieur de la magistrature, qui est une affaire qui était déjà engagée. Et puis, il nous sort sa nouvelle boîte à outils sur la moralisation de la vie publique. Moi, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est important. Il y a des choses en France qui existent depuis longtemps et qu'il faudrait supprimer. Et au centre de ça, il y a le problème du conflit d'intérêts, sur lequel je m'étais permis de faire un petit chapitre dans mon dernier bouquin. La commission Jospin, pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas tous les jours, on a donc eu une commission présidée par Lionel Jospin qui faisait des propositions sur la transparence, notamment financière, de la vie politique. Et tout de même, il y a sur le conflit d'intérêts des tas de choses dans la proposition Jospin qui vont beaucoup plus loin que ce que vous avez l'air de penser, qui vont beaucoup plus loin en matière de prévention, en matière de publication et en matière de sanctions. Et moi, je trouve que ce serait très important que la France, qui est en retard par rapport au droit européen et anglo-saxon là-dessus, se saisisse de ça pour faire un effort. Dans ce qu'a dit aujourd'hui le président, il y a deux ou trois mots simplement qui sont importants. Il a dit publication des patrimoines. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Les ministres actuels du gouvernement, dont M. Cahuzac, ont signé une charte d'éthique, ils ont signé des tas de papiers qui se révèlent être des mensonges. Donc il faut avoir la garantie qu'on puisse contrôler. Et il a dit contrôle, le président de la République. Il faut qu'on puisse contrôler ces déclarations et il faut qu'on puisse sanctionner les éventuels mensonges en la matière. Alors, j'avais peur, moi, que les décisions, les propositions de la commission Jospin dorment dans un tiroir. Là, si on les remet sur la table, et peut-être de façon plus large que ce qu'a dit François Hollande aujourd'hui, moi je trouve que ce ne serait pas une mauvaise chose. Oui, en associant le Parlement, vraiment. Oui, mais c'est qu'une première étape quand même, parce que là, on parle des élus, des ministres, mais là, il faut aussi élargir le champ pour tous les cabinets ministériels, tous les C'est ce que propose la commission Jospin. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, Laurence Rossignol, à qui va profiter le crime? Beaucoup d'experts disent aujourd'hui que ça va profiter au Front National, que ça va profiter sans doute aussi au Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Je vous le dis d'autant plus au Front National qu'il y a une élection dans l'Oise. Je sais que vous êtes sénatrice de l'Oise. Il y a une élection législative partielle. Vous savez que c'était vraiment au coude à coude. C'est l'UMP finalement qui a gagné, mais le Front National. Et apparemment, un électeur socialiste sur deux a voté pour le Front National. Alors, est-ce que vous ne craignez pas avec ce genre d'affaires, eh bien, que ça profite une fois encore aux extrêmes et aux partis populistes? Je vais peut-être commencer par l'élection de l'Oise parce que une espèce de rumeur qui s'est répandue le soir même à partir d'un modèle mathématique élaboré en quelques minutes par un sociologue qui s'intéresse à la mathématique électorale, qui est faux. Non, un électeur socialiste sur deux n'a pas voté pour le candidat du Front National. Ce qui s'est passé entre les deux tours est d'un certain point de vue aussi grave, mais peut-être même plus grave. 5000 électeurs du premier tour ne sont pas allés voter au second tour, et 6000 électeurs qui n'avaient pas voté au premier tour sont venus voter au second tour. C'est ça le vrai élément de la partielle de l'Oise. C'est-à-dire qu'entre les deux tours, des gens qui n'avaient pas voté au premier, qui ne se sentaient pas concernés par une offre politique pourtant bien large de premier tour, ont eu envie entre les deux tours de venir voter pour la candidate du Front National. Une espèce de mouvement, et c'est ce qui donne ce résultat. Parce qu'on retient aussi, Laurence Rossignol, c'est que la candidate socialiste a été complètement éliminée, enfin elle était hors jeu. Alors avec une affaire comme ça, je vous pose la question, est-ce que vous ne craignez pas que ça profite justement au Front National, qui a quand même fait un gros score dans cette élection partielle? Vous savez, beaucoup de choses profitent au Front National, à commencer par le sentiment que pourraient avoir les Français que la politique est impuissante à changer leur vie et à faire évoluer notre économie,
à lutter contre le chômage et à installer le redressement productif et aussi le tous pourri. Oui, tous pourri. pourri. C'est le tous pourri. Le tous pourri, vous savez, le tous pourri, on l'entend depuis quasiment 20 ou 25 ans. Vous êtes d'accord, M. Carole 60. Je finis juste. Le tous pourri, on l'entend depuis longtemps. Et on a des élections qui se succèdent dans lesquelles tantôt le Front National est haut, tantôt il baisse. Mais en revanche, là, ce qui est aujourd'hui la préoccupation des Français, c'est de savoir si la France va enrayer ce sentiment de déclin dans lequel ils sont eux rentrés et que le pays peut donner l'impression de subir. Donc vous pensez que ça n'atteindra qu'une affaire comme ça, si je vous entends bien, en tout cas, ne va pas profiter au Front National. Elle peut profiter au Front National, elle peut profiter à l'abstentionnisme, elle peut profiter à la dépolitisation, bien entendu. Mais ce que les Français attendent, c'est des résultats économiques. Avant tout. Mais je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, le tous pourri, il existe depuis longtemps et ça joue un rôle dans le climat politique délétère qui est le climat français à l'heure actuelle. Mais quand on regarde les chiffres du Front National, le cas de l'Oise n'étant, je pense, pas très représentatif parce qu'il y a des tas de circonstances particulières dans cette circonscription-là. Quand on regarde les sondages, ils ne sont pas forcément officiels, alors, donc ça vaut ce que ça vaut, mais Marine Le Pen, il y aura un deuxième tour à l'élection ou un premier tour à l'élection présidentielle dimanche. Elle reste sur des scores de 18-19%. Elle n'est pas en flèche dans les sondages. Parce que ce qui compte, les Français ont quand même du bon sens et c'est la politique. Et comme elle se met dans un positionnement qu'elle a choisi finalement dans l'entre-deux tours de gaucho-le-pénisme et finalement plus proche économiquement de la gauche que de la droite, alors qu'on voit bien dans les sondages à l'inverse que les électeurs du Front National seraient vraiment en faveur d'alliance avec l'UMP et que même d'ailleurs, pour la première fois dans un sondage qu'on a sorti la semaine dernière, on se rend compte que les électeurs UMP seraient favorables à des accords avec le Front National dans des élections locales, la politique compte et elle s'enferme dans un positionnement qui n'est pas le positionnement que ses électeurs attendent d'elle. Donc voilà, il n'y a pas que le tous pourri, il y a quand même les propositions politiques. Et ce qui est plus grave que cette notion du tous pourri, c'est le mensonge. Quand on entend François Hollande redécouvrir benoîtement que vivant plus longtemps, on va devoir travailler plus longtemps, ça, c'est quelque chose que les Français comprennent. Parce que ça, ce sont des mensonges qui sont graves. Et quand on nous a fait croire, et même chose, quand on entend la semaine dernière le président de la République nous expliquer que le plus gros de la crise est derrière nous et que d'ailleurs il y a puissamment contribué, mais vous demandez à n'importe qui dans la rue, si il l'a dit, à la question que lui posait David Pujadas lui demandant « Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé la crise ?» Il a répondu « Non, enfin... » Et il a dit « Et la crise de l'euro ?» est de toute façon réellement derrière nous, et j'y ai puissamment contribué. Mais je peux vous dire que ce genre de propos-là, ils sont plus graves et sur les retraites ou ce qui se passe sur différents sujets à l'heure actuelle. C'est ça qui pourrit les Français. Il me semble que quand même les conséquences politiques se joueront surtout à l'Élysée, parce que François Hollande, quand même élu avec cette promesse d'une République irréprochable, est-ce qu'il sera capable de vraiment prendre cette crise et faire quelque chose de très musclé avec les propositions qu'il a évoquées aujourd'hui, ou est-ce que ça restera comme tous les autres promesses un peu, donc voilà, une idée ou une autre. Et alors, si Le Monde, même cet après-midi, écrit, est-ce que c'était quelqu'un qui était naïf ou incompétent? Vous avez raison, c'est pas François Hollande qui a menti, mais quand même, c'est lui qui... Ça pose la question de l'autorité quand même, du chef de l'État. C'est son leadership qui est vraiment en cause. Est-ce qu'il sera capable de prendre ça et vraiment faire un changement majeur? Alors justement, Roland Quérol, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire le changement majeur, c'est-à-dire un remaniement? On se sépare de Jean-Marc Ayrault, on tape du poing sur la table et on remanie le gouvernement. Ça, s'il y a une chose qui n'a jamais eu... Est-ce que ce n'est pas une occasion? On garde Jean-Marc Ayrault, on se sépare du président. Jamais eu le moindre effet sur l'opinion depuis 50 ans, ce sont les remaniements ministériels. Chaque fois, on dit ça, les journalistes, les médiateurs disent « c'est l'occasion de changer le gouvernement ». On le fait de temps en temps et ça ne change absolument rien. Les gens se fichent complètement que ce soit Dupont ou Tartampion qui soit dans tel ministère. Ce qui compte, c'est la politique globale qui est menée et le président de la République. Donc s'il fait ça, c'est une erreur. On peut le lui dire à l'avance. Sur le Front National, d'un mot pour dire que je suis d'accord avec eux deux, et tout de même, ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il y a une montée irrépressible, une banalisation du Front National, une lepénisation des esprits. En 10 ans, pas seulement dans les sondages, mais dans les urnes, le Front National n'a pas gagné 1 point en pourcentage dans ce pays. Il est toujours au niveau de 2002. Bon, alors, les gens, ils disent, vous savez, quand ils parlent du tous pourri, c'est vrai qu'il y a le folklore français au Café du Commerce, on s'en prend aux politiques. Et toutes ces affaires-là renforcent l'idée qu'ils mettent toujours le doigt dans le pot de confiture. À gauche, comme à droite,
puis à droite comme à gauche. Et ils disent souvent, vous savez, les partis extrêmes, ils ont l'air plus purs, mais c'est parce qu'ils y sont pas. Sans quoi, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est grave. C'est ce sentiment anti-politique, ce sentiment qu'ils sont décidément à la fois impuissants à résoudre notre crise et en même temps qui sont pas très nets d'un point de vue financier. Et ça, malheureusement, ça va encore monter un petit peu. Quant à l'autorité, oui, quand vous ne savez pas que quelque chose de grave s'est passé au-dessous de vous, immédiatement, chez vos amis, vos responsables, vous êtes le naïf ou le cocu. Et dans le théâtre de boulevard français, le naïf et le cocu, c'est une image un peu terrible. Et même s'il a agi correctement en tant que président de la République, et rapidement, il reste qu'il y a cette idée quand même, lui, parce qu'il est président de la République, il aurait dû en savoir plus. Et ça, c'est pas très bon pour l'image d'autorité. Il faut que là-dessus, il montre... Il a un vrai problème en com. Enfin, je sais pas ce que font ses conseillers, mais même l'avoir envoyé parler aujourd'hui, je ne comprends pas. Bon, ça, c'est ne pas parler ou lui aurait été reproché aussi. Il a eu raison de parler, Roland Carroll, parce que c'est quand même un spécialiste de la communication politique. Je crois que dans un moment où il y a une crise, où les gens se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Tous les chemins mènent à l'attente du président de la République. Je crois que c'était normal qu'il parle. Mais pour dire quelque chose... Mais il a dit beaucoup de choses. Il a employé des mots très forts. Il a condamné de manière très dure les faits commis par Jérôme Cahuzac. Les faits, c'est-à-dire le compte en Suisse, et ensuite de manière aussi dure... il ne montre plus que ça qu'il les valide. Vous pouvez pas dire... Bah oui, mais vous voyez, par l'absurde, quand il dit quelque chose qui est d'une évidence absolue, c'est qu'il ne dit pas grand-chose. Oui, mais s'il ne l'avait pas dit, on lui aurait reproché de ne pas l'avoir dit. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir dit ce qu'on attendait qu'il dise. Il faut être quand même un peu cohérent. Donc il a prononcé des mots très durs. Il y a eu des présidents précédemment qui voyaient quand même que la rareté de la parole présidentielle avait des vertus. C'est fini. Oui, sauf que personne ne l'écoute. Donc c'est peut-être fini, mais François Hollande, il parle tous les 2 jours et personne ne l'écoute. Parce qu'on en est quand même... tous les 2 jours. Ah bah si, moi j'ai l'impression de l'entendre parler en permanence. Quand vous l'avez vu 2 fois en 10 jours, vous avez l'impression qu'il parle tous les 2 jours. Dans les chaînes d'infos, on entend des sonores en permanence. Un mot, je voudrais qu'on parle un mot quand même des médias aussi, du rôle de Mediapart. Est-ce qu'il faut, Roland Carroll, saluer le travail quand même de Mediapart, travail quand même d'investigation quand même qui a sorti cette affaire, parce que Mediapart a quand même été critiqué, aussi par des journalistes. Aujourd'hui, il faut saluer ce travail. Écoutez, le directeur de Mediapart se cherche lui-même dans tous les médias de se féliciter lui-même. On peut en ajouter nous aussi. Mais je pose la question parce qu'on parle beaucoup en France de connivence entre les hommes politiques et les journalistes. Là, pour le coup, il n'y a pas de connivence. Et pour le coup, il y a sinon de l'investigation, parce que les documents sont arrivés à lui, plus qu'ils ne sont allés les chercher quand même. Appelons investigation le fait de recueillir une bande et de recueillir des témoignages qui arrivent tout seuls, mais le courage est de les publier et de tenir bon face à ceux qui doutent. Et de ce point de vue, il y a un travail de résistance à la pression qui a été important de la part de Mediapart, dont j'espère que si d'autres avaient eu les mêmes documents, ils auraient fait la même chose. Mais c'est vrai que c'est important que ça ait existé et qu'ils aient tenu bon. Maintenant, on a le sentiment, à écouter le directeur de Mediapart, que ça fait plusieurs années qu'il essaye d'avoir la peau d'un président de la République. Il a essayé avec Mitterrand, il a essayé avec Chirac, il a essayé avec Sarkozy. J'ai le sentiment qu'il est maintenant dans le côté, maintenant, ça ne peut pas ne pas concerner Ayrault et Hollande. Donc, on va accrocher. Et là, sur ce genre de saut qualitatif, voilà, je dirais à Edwy Plenel de Mediapart, attention quand même. Jean-Sébastien Ferjou il y a un vrai travail qui est fait, c'est incontestable. À côté de ça, il y a aussi Par tous les médias, vous avez ce sentiment-là en France? Non, de ce travail justement d'investigation. Un grand vide intellectuel sur bien des sujets. Parce que si on veut parler de fraude fiscale, parlons du niveau de la pression fiscale, parlons justement des mesures qui sont en train de pousser les Français à basculer dans le travail au noir, alors même que tous les pays, l'Angleterre, l'Italie, sont en train de faire exactement l'inverse en termes de simplification administrative, et il ne suffit pas d'annoncer un choc pour que ce soit le cas, n'importe quel chef d'entreprise vous le dira. Ça, ce sont les vraies questions. Si on parle d'abus de faiblesse dans l'histoire Bettencourt, ok, très bien, on peut toujours parler de Madame Bettencourt, le cas a l'air assez fragile juridiquement, mais le vrai problème des abus de faiblesse en France, c'est les 800 000 Français qui sont sous curatelle, avec très peu de juges pour s'en occuper. Et donc ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de cas d'abus de faiblesse. Mais ça, c'est aussi un travail qui bien souvent n'est pas fait par les médias, parce que les journalistes préfèrent se concentrer sur des cibles qui les valorisent, parce qu'elles les mettent aussi à la hauteur, et vous le disiez, certains ont envie de se payer un président, voilà. Donc
Pourquoi pas? Parce que c'est important qu'il y ait une morale publique, c'est important qu'il y ait aussi un pouvoir, un contre-pouvoir, faisant en sorte que les politiques ne se sentent pas tout permis. Mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi tout le reste et qui est assez peu fait par les médias français. Est-ce que vous trouvez que les médias français font leur boulot d'investigation? C'est-à-dire quand il y a la nomination d'un ministre, ils vont chercher, ils vont gratter, parce que les anglo-saxons, ils ont quand même cette tradition-là. Oui, donc c'est plus qu'en France, etc. Donc simplement, je constate que tout le monde maintenant dit c'est super, Mediapart a fait un boulot extraordinaire. Pour moi, c'est un travail normal de journaliste. Donc, est-ce que les autres médias ont joué le jeu? Est-ce qu'ils je vois beaucoup de Parce qu'en France, on parle beaucoup de la connivence entre le monde médiatique et le monde politique qui empêche peut-être certains de sortir ou d'aller fouiller, chercher des... Je pense que on parle beaucoup mais je constate aussi quand même il y a des journalistes qui font un bon boulot en France. C'est pas uniquement Mediapart. Et Mediapart, c'est parfois ce que m'inquiète un peu, ce sont des enquêtes à charge. Je préférais quand même des enquêtes qui sont plus neutres, qui sont... moins à charge et plus basé sur les faits. Donc l'idée qu'il y a un agenda politique derrière tout ça, ça m'inquiète. Mais du coup, l'idée qu'en France, les journalistes ne servent à rien, qu'il n'y a aucune investigation, c'est pas vrai, parce qu'on trouve dans les journaux très souvent des enquêtes de grande qualité. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même de la connivence? Oui. Plus qu'aux États-Unis? Mais aux États-Unis, les gens ne sont pas forcément au même endroit, parce que les journalistes ne sont pas tous à Washington, ils ne sont pas tous face à la Maison-Blanche, donc il y a moins de consanguinité quand même dans ces milieux-là. Rossignol, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, M. Gambol a dit une chose très importante. Il a dit que les journalistes, parce que c'est leur travail, instruisent à charge. Et c'est vrai qu'une enquête est faite pour révéler. Et ce qui d'ailleurs fait que c'est la limite de ce que le politique et ce que le président de la République peut faire à partir d'une enquête médiatique de Mediapart. Il faut que la justice soit saisie à un moment donné pour que vienne être validée cette enquête à charge et puis que là puisse s'exprimer l'accusation et la défense, pour parler, pardonnez-moi, comme dans les systèmes anglo-saxons, ce qui n'est pas le nôtre, mais voilà, pour que les droits de la défense puissent s'exercer. Là, on a eu des aveux, c'est pas la même chose, mais c'est quand même... D'autant que Mediapart fait certes un travail d'enquête, mais il faut voir aussi la manière dont ça se passe, parce qu'effectivement, Roland Quérol le disait, on vient vous donner un dossier, et par exemple, dans l'affaire Bettencourt, les enregistrements, on est venu leur donner, et Maître Metzner, qui est malheureusement décédé il y a peu de temps, avait décidé du moment où ça sortirait, en sachant très bien que Mediapart n'aurait pas le temps de faire une contre-enquête sérieuse avant de publier, puisque c'était 15 jours avant le début du procès. Donc il faut aussi savoir raison garder sur la réalité du travail fait. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat, la moralisation de la vie politique française. Ça fait aussi longtemps qu'on en parle, Roland Quérol. C'est tous pourris, mais la moralisation de la vie politique française, ça fait longtemps. En même temps, quelques petits progrès. Vous savez, même la transparence financière de la politique en France, c'est mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Bon, allez, on termine sur cette petite note d'optimisme. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Voilà, on compte sur vous, Laurence Rossignol. En tout cas, on vous a bien entendu ce soir. Vous reviendrez sur le plateau pour nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Rendez-vous demain, 19h10, pour un nouveau débat.